par-delà le problème de la réalité, j'aborderai ça tout à l'heure, c'est une fabrication. À l'époque, c'était le porte-parole du mouvement national de libération de l'Azawad, il faisait référence à l'Azawad en disant que c'était le territoire de leurs ancêtres colonisé par le Mali. C'est intéressant. La notion de colonisation par le Mali, c'était déjà très significatif. Ils n'ont jamais parlé de la colonisation française, c'est pas par hasard, parce que justement les Kaladars n'ont jamais pris position contre la colonisation française. À partir de ce moment-là, j'ai été obligé de prendre position, non pas pour des raisons d'ordre politique, mais pour des raisons d'ordre scientifique. Il n'y a jamais eu ni chefferie, ni royaume, ni empire de l'Azawad. Je dis bien jamais, jamais. Comment pouvez-vous parler d'une référence de territoire? Territoire, c'est une notion politique importante. Ça veut dire que c'est un espace que vous pouvez contrôler par des forces armées, des forces militaires. Ça n'a jamais été le cas. Donc, face à ça, il y a eu un déferlement, y compris dans les médias. Pratiquement tous les médias ont donné le micro à tous ces gens-là qui sont ultra minoritaires. Je dis bien ultra minoritaires, y compris dans leur communauté culturelle. Mais quelle est la composition démographique de l'Azawad? La composition démographique, alors je ne dirais pas démographique parce que je n'ai pas de données précises sur la démographie. En revanche, j'ai des données très précises sur les communautés culturelles qui occupent cet espace dit Azawad et créé, fabriqué, je dis bien fabriqué, par les groupes armés arabo-berbères. L'ensemble... C'est intéressant parce que l'ensemble de cet espace, c'est le septentrion malien, c'est le seul endroit au Mali où vous rencontrez toutes les ethnies du Mali. Je dis bien toutes les ethnies du Mali. Donc je ne vois pas pourquoi une minorité, un groupe ultra minoritaire voudrait imposer sa notion politique du territoire à l'ensemble de ces populations-là. En termes de démographie, puisque vous posez le terme de démographie, je n'ai pas de statistiques, mais ils sont là aussi ultra minoritaires par rapport aux Songhai, par rapport aux autres sédentaires, par rapport aux Bozo, par rapport aux Peuls, y compris aussi par rapport aux Bambara. Donc ça n'a pas de signification politique réelle. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est une fabrication politique qui participe de la propagande utilisée par les groupes armés rebelles. Néanmoins, les mouvements Touareg réclament l'Azawad depuis les années 60. Sur quoi repose cette revendication? Est-ce qu'elle est légitime? Non, mais qu'un groupe armé revendique un territoire, ça c'est leur problème, c'est leur problème politique. Mais qui se réfère à l'histoire qui n'existe pas, je dis c'est de la manipulation, c'est de l'imposture. Il n'y a aucune légitimité historique pour cette revendication. Non, je dis bien, c'est pour ça que tout à l'heure je dis c'est une fabrication, c'est une imposture. Donc moi en tant que chercheur, je ne peux pas accepter une telle imposture. Une instrumentalisation de l'histoire à des fins politiques, c'est pas la première fois que ça se passe dans l'histoire. Donc à partir de ce moment-là, on voit partout dans la presse, y compris maintenant, on parle toujours de l'Azawad, pensant qu'effectivement c'est un territoire touareg, ce qui n'est pas simplement qu'une contre-vérité, mais qui est une fabrication propagandiste. Et néanmoins, en 2012, le MNLA proclame l'indépendance de l'Azawad. La France reconnaît implicitement leurs combattants comme interlocuteurs. Est-ce que la France a, à un moment donné, instrumentaliser ces mouvements? Bon, c'est difficile à répondre précisément à cette question. En définitive, vous posez la question, est-ce que la politique française a soutenu les groupes armés de la rébellion du mouvement national de libération de l'Azawad? C'est un peu ça votre question. Oui. Alors, on peut dire, enfin c'est connu quand même, hein, que implicitement, oui. On a bien vu aussi que les micros leur étaient offerts à tout bout de champ. Régulièrement, ils avaient le droit à la parole, ils pouvaient... Moi, j'avais organisé un colloque, ils sont venus, ils m'ont cassé le colloque, ils m'ont empêché de parler, etc. Donc ça a été quelque chose quand même il y a eu une propagande qui a été soutenue par la politique française. Non, à l'époque, la cohabitation était harmonieuse. Après... Bon, le problème, c'est que nous, au CNRS, depuis 2009, on ne peut plus faire de terrain. Sur le nord, toute la bande saharo-sahélienne nous est interdite, donc on est obligé de rester dans les capitales. Mais jusqu'en 2009, il y avait pas de problème. Ça a commencé à se dégrader avec l'apparition des groupes armés salafistes djihadistes. Vous savez, les 10 ans de guerre civile en Algérie, oui. La création du GSP, du groupement salafiste pour la prédication et le combat, qui avait été, laminé par l'armée nationale algérienne. Ces gens-là s'étaient réfugiés dans le Nord Mali. Dans le Nord Mali, ils y sont presque sédentarisés. Ils ont épousé des femmes locales, etc. Donc, un maillage de population. Oui, absolument.
Absolument. Donc, les relations avant 2009, c'était... Enfin, moi, quand je faisais le terrain, il y avait pas du tout d'antagonisme interethnique, si vous voulez. Il y avait une bonne entente, y compris à travers les danses. Si vous prenez par exemple le takamba, dansé par les Songhai, dansé par les Tamashek, etc., ça crée aussi du lien social fondé sur la paix et la reconnaissance de l'autre. C'est à partir de ces années-là, 2007, 2008, 2009, et puis le grand tournant, c'est ce qui s'est passé en Libye avec l'assassinat de Kadhafi. Oui. Ah oui, ça a été dramatique. Je me souviens à l'époque, on avait fait un débat à l'Institut du monde arabe. J'avais alerté les gens qui étaient là en disant ça va être catastrophique sur l'ensemble de l'espace saharo-sahélien. Alors on m'a traité de pro-dictateur, ça se posait pas en ces termes. C'est vrai que le régime de Kadhafi n'était pas particulièrement démocratique, mais il avait jugulé les salafistes djihadistes avec l'accord. Donc, premièrement, Azawati tient. Deuxièmement, France Fou fait. Troisièmement, Algérien ne veut qu'à la Djouya. Enfin, Algérien ne veut qu'à la Djouya. Quatrièmement, Aïra Kafako, miye à quoi Bella Djelen Djouya Chenkele, ko ye France tara intervention Mikel Libye. Ko o y'a sɔrɔ Blalaga Sheriff ninnu n'a bandi ninnu n'a mercenaire bɛ n'u kun bɛ Kadhafi kɛrɛfɛ Kadhafi kun selen l'u la k'u minɛ donc le fait que u taara Libye ci ko ni mɔgɔ ninnu jiginna ka na